Guetta, est-ce que finalement, cette crise-là, très particulière, parce que comme l'avait dit Sébastien Maillard, elle touche tout le monde de façon égale, est-ce que cette crise-là, elle va sonner la mort de l'Europe, au contraire, un pas vers peut-être une Europe plus fédérale? Bernard Guetta, je vous laisse la parole. Je voudrais d'abord vous dire mon plaisir de me retrouver dans ces excellentes rencontres du Nord-Pas-de-Calais du mouvement européen. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera certainement pas la dernière fois. Je remercie donc leur organisateur, François Vier. Je vous remercie, vous, Cataline. Je remercie particulièrement les deux précédents intervenants dont les lumières, les explications ont été précieuses. Alors, une affirmation pour commencer. Nous sommes entrés dans le troisième grand moment de la construction de l'unité européenne. Ce troisième grand moment, c'est la construction difficile, pénible, incertaine, on verra bien. Mais on est entré dedans, la construction de l'union politique après le traité de Rome et le marché commun, il y a maintenant quelques décennies, et après la monnaie unique, le traité de Maastricht et la monnaie unique. Alors, pourquoi et comment sommes-nous entrés dans ce troisième moment? Eh bien, écoutez, d'abord, grâce à un homme auquel chaque municipalité de l'Union européenne devrait dresser une statue en mettant au pied de la statue au père refondateur de l'Union européenne, deux points, petite surprise, Donald Trump. Donald Trump, en mettant en question dès sa première campagne électorale, l'automaticité de la protection américaine en cas d'agression contre l'Union européenne, a fait tomber très rapidement et très efficacement l'immense tabou qui pesait sur la question d'une défense européenne commune. Dès lors qu'il n'y avait plus de parapluie américain, ou dès lors en tout cas que ce parapluie était très largement percé, eh bien oui, plus personne, pas même à Varsovie, pas même dans les pays baltes, ne pouvait s'opposer à l'idée, en tout cas. Mais c'était déjà un progrès considérable d'une défense européenne. Et puis, les idées avançant l'une après l'autre, si on commençait à envisager une défense européenne, il fallait bien envisager aussi une industrie de défense commune. Et s'il fallait bien envisager une industrie de défense commune, il fallait se dire que il n'y avait pas qu'une menace, que des menaces militaires qui pesaient sur l'Union européenne, mais aussi des menaces de concurrence industrielle de plus en plus féroces et de plus en plus mortifères pour notre propre économie et notre propre bien-être. Et donc, il fallait aussi relever ces défis de la recherche, des industries communes. Et un deuxième tabou est tombé très très vite. Je l'ai senti dès que je suis arrivé jeune par l'expérience, je veux dire, jeune député européen il y a maintenant 1 an et demi à Bruxelles et Strasbourg. Un deuxième tabou était tombé, celui des politiques industrielles communes. Cette idée était moquée par l'ensemble de nos partenaires, comme une désuétude française, un souvenir invraisemblable du colbertisme. Mais enfin, chers amis français, sortez-en un peu de Louis XIV, Napoléon Bonaparte et Charles de Gaulle, non, l'entrepreneur, le privé, l'initiative, etc. Non, finalement, on s'est dit que peut-être il fallait un petit peu. Ces deux tabous sont tombés, et là-dessus, hélas, et tant mieux, cyniquement parlant, tant mieux pour le ciment de l'unité européenne, hélas pour les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers de morts à travers le monde, le Covid ou la Covid est apparu. Et soudain, on s'est aperçu que nous n'avions pas, on vient de nous le dire, que nous n'avions pas de politique commune de la santé. On en a ressenti le manque et on a ressenti le manque de politique commune
généralement parlant, dans la mesure où le souverainisme n'est pas seulement celui des souverainistes, le souverainisme, la fierté, l'égoïsme des nations, l'égoïsme des classes politiques et administratives de nos nations respectives avait quand même dit, mais enfin tout de même, la santé, non, alors là, si ça ne relève pas, etc., ben, ça ne relevait pas, pensait-on, et puis on s'est aperçu qu'il aurait fallu, et maintenant on veut combler ce retard, et on veut combler beaucoup, beaucoup d'autres retards. Alors, quelles sont les autres raisons? Il y a eu Trump, il y a eu bien évidemment le Brexit que je n'ai pas mentionné tellement c'était évident, il y a eu bien entendu la Covid, et puis il y a eu aussi le fait que s'il y a maintenant une incertitude à l'Ouest pour ce qui est de notre protection, le parapluie percé auquel je faisais allusion, eh bien il y a, comment dire, au minimum un très gros problème à l'Est, avec les nostalgies impériales de Monsieur Poutine, et un très très gros problème aussi au sud, avec les chaos de la rive sud, des rives sud de la Méditerranée. Et donc, non seulement nous n'avons pas, ou plus tout à fait, de protection américaine, mais nous avons des menaces qui se sont considérablement accrues, peut-être même plus, probablement même plus qu'au temps de la guerre froide, dans la mesure où au temps de la guerre froide, ben finalement, la situation a été bloquée, en tout cas depuis la crise de Cuba, tandis que là, il y a trois grands points d'interrogation: à l'ouest, les États-Unis; à l'est, la Russie; au sud, les chaos des mondes arabes. Et donc, un quatrième tabou est tombé. Et ce quatrième tabou, ben, finalement, c'est l'idée non plus seulement d'un appareil diplomatique commun, mais d'une politique étrangère commune. Quelles sont nos priorités à défendre dans une scène, sur une scène mondiale qui est devenue un chaos mondial? Quels sont les moyens que nous, d'abord, dont nous manquons et dont nous devrions nous doter? Et alors, à chaque fois qu'un problème nouveau se pose, on dit « Oh, c'est invraisemblable, cette Union européenne. Mais regardez, ce n'est pas une Union européenne, c'est une désunion européenne. La Turquie, mais regardez, regardez à quel point divergent les réactions et les réponses de l'Allemagne et de la France pour ne parler que d'elle. Un problème moins important, mais émotionnellement extraordinairement vif. Cette histoire des caricatures en France, mais ils sont fous ces Français, disent beaucoup de nos partenaires avec leur religion de la laïcité. Et on voit bien qu'il y a des différences culturelles. Et puis en même temps, eh bien, les choses, comment dire, ont de plus en plus tendance et à un rythme de plus en plus net à se ranger, à se mettre en forme. Car après les crimes, les attentats subis par la France, il y a eu Vienne, et soudain on a vu l'Autriche, pardon de le dire un peu brutalement, se réveiller et dire finalement les Français n'ont pas tellement tort de s'accrocher aux cloches et d'essayer de mobiliser tout le monde. Et puis en Allemagne, on s'est bien aperçu que oui, à l'allemande, il fallait négocier avec la Turquie. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs, bien sûr qu'il faut essayer de négocier avec la Turquie, mais que les Français n'ont peut-être pas tellement tort de dire qu'il faut au moins deux fers au feu, celui de la négociation et celui des muscles à montrer. Et finalement, sur la Turquie, surtout depuis l'affaire du Nagorno-Karabakh, mais avant ça, ou parallèlement d'ailleurs, il y avait eu Chypre, cette déclaration stupéfiante de M. Erdogan, disant qu'il fallait chercher une solution à deux États à Chypre, c'est-à-dire renoncer à toute idée de rechercher un accord de paix entre les deux communautés, entre Chypre grec et Chypre turc. Eh bien, les positions françaises, allemandes et donc européennes d'une manière générale sur la Turquie tendent à s'homogénéiser, sur les réactions à avoir face aux terroristes tendent à s'homogénéiser. Et j'ai été très frappé hier en commission des affaires étrangères, j'y intervenais sur la
question de l'Éthiopie en disant, écoutez, faites attention. L'Éthiopie, ce n'est pas seulement un drame pour les Éthiopiens, ce n'est pas seulement un drame pour la région, peut-être pour toute une bande du continent africain partant de la mer Rouge et allant jusqu'à l'océan Atlantique, c'est aussi un immense danger pour tous les pays de l'Union européenne parce que cela peut très très vite signifier, premièrement, le champ libre, beaucoup plus libre encore qu'aujourd'hui, au mouvement terroriste et deuxièmement, l'afflux de centaines de milliers de réfugiés, d'authentiques réfugiés, fuyant la famine, la guerre et les massacres. Et donc, nous ne pouvons pas rester. Eh bien, mes collègues députés, pas seulement les Français, parce que pour les Français, c'était relativement évident, non, c'était totalement évident, mais mes collègues des autres nationalités, y compris du Grand Nord, si j'ose dire, sont venus me voir en me disant, bah oui, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Et cette perception de plus en plus commune du monde, cette perception de plus en plus commune de la nécessité d'avoir une perception commune du monde, eh bien c'est le 5e ou 6e point sur lequel je tourne la tête pour regarder l'heure, non ça va encore je crois, sur lequel je voulais vous alerter en disant que oui, nous entrons réellement pour toutes ces raisons dans ce 3e moment qui est donc celui du début de la construction d'une union politique. Mais qui dit début de la construction d'une union politique dit période de tempête. Parce que nous allons aborder pour la première fois dans l'histoire de l'unité européenne, eh bien, les questions les plus délicates. Parce que qui dit défense dit quand même grande question de la guerre ou de la paix. Qui dit politiques industrielles communes dit oui, mais lesquelles? Et implanté où? Servant quels intérêts nationaux et ne servant pas quels autres intérêts nationaux? Qui dit définition d'une politique étrangère commune, d'un regard commun sur le monde? Eh bien, dit transcendance, évidemment, des appréhensions nationales du monde qui ne sont pas les mêmes. Évidemment que à Madrid, Paris ou Berlin, et on pourrait citer les 22 autres capitales, on n'a pas, pour des raisons historiques et géographiques absolument évidentes, on n'a pas, au départ, la même perception du monde. Et cette perception du monde, il faut la façonner en fonction, naturellement, des réalités, des dangers comme des opportunités comme des dangers. Donc, ça va tanguer. Et d'ailleurs, ça a commencé à tanguer il y a 8 jours avec le veto hongrois et polonais. Je pense qu'on le surmontera. Mais si vous me demandiez de parier 100 millions de dollars sur le fait qu'on le surmontera, je refuserais prudemment, car je pense plutôt qu'on va le surmonter, mais pas à 100%. Je ne le pense pas à 100%. Il y a un danger de dérapage. Même ce dérapage, on le surmontera, mais ça serait une crise sévère et des crises sévères dans les 20-25 années que nous abordons. Je dis 20-25 années parce que c'est le laps de temps en tout état de cause, même en mettant les choses au mieux, nécessaire à la construction d'une défense commune. Eh bien, dans ces 25 années, nous allons connaître des moments de tempête beaucoup plus sévères que celui que nous vivons avec le veto polono-hongrois de ces jours. Alors, nous entrons, je crois, je ne crois pas, j'en suis certain, je peux me tromper, mais moi j'en suis certain, dans véritablement ce moment le plus fondamental de l'histoire européenne, celui de l'union politique, mais ce moment est celui de toutes les tempêtes, de tous les dangers. Je pense plutôt, avec une très grande certitude qui m'anime, que ces tempêtes et ces dangers, nous les surmonterons, mais là encore, c'est comme pour le veto, ne me demandez pas de parier 100 milliards d'euros, parce que même en admettant que je les ai, ce qui n'est malheureusement pas le cas, eh bien je ne les risquerai pas, parce que oui, ce sera
un moment d'une telle nouveauté, d'une telle complexité, mettant en question des choses si fondamentales dans chacune de nos 27 nations, que ces 25 années se résument à un très grand point d'interrogation. Eh bien voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Bernard Guetta, j'ai même pas dû intervenir. Vous avez parfaitement respecté votre temps de parole. Alors, à vous écouter, donc on est à un moment charnière de la construction européenne, le troisième grand moment de la construction, comme vous dites. Les Européens ont enfin pris conscience de la nécessité d'asseoir, d'affirmer leur autonomie et sur beaucoup de plans, plans industriels, stratégiques, sanitaires. Reste à savoir, comme vous l'avez bien souligné, si cette prise de conscience sera suffisante pour bâtir cette nouvelle Europe plus politique et puis pour faire face à des crises qui s'annoncent de plus en plus sévères. Alors,